Le vent d'août soufflait en rafale dans les ruelles étroites du Marais, à Paris, charriant une chaleur lourde et des effluves de pavés humides après une averse d'été. Il était près de minuit, et Le Cœur d'Or, un restaurant élégant niché près de la Seine, venait de fermer ses portes après un service effréné. La salle, autrefois vibrante de rires et de cliquetis de couverts, était maintenant silencieuse. Les tables à moitié débarrassées, les chaises empilées contre les murs, et une odeur persistante de romarin et de viande grillée flottait dans l'air. Dans les cuisines, sous la lumière vacillante des néons, un jeune homme en tablier, taché, essuyait un plateau de vaisselle. Il s'appelait Noé. Pour le monde, il était Noé Delacroix, PDG de l'empire culinaire qui portait son nom. Mais ce soir, personne ne le savait. Ce soir, il n'était qu'un commis. C'était une initiative secrète, née de sa frustration de diriger depuis un bureau vitré, loin des réalités de ses employés. Noé voulait comprendre leur lutte, non pas à travers des rapports ou des chiffres, mais par leurs mains fatiguées, leur combat invisible. Alors, il s'était glissé dans leur peau, manches retroussées, mains endolories, cœur étrangement agité. En rinçant les derniers verres, un mouvement attira son regard. Près du comptoir arrière, à demi cachée par une station de préparation en acier, une serveuse bougeait rapidement. Elle était menue, ses cheveux blonds, attachés en un chignon lâche, ses yeux trahissant une fatigue profonde. Laure, c'était son nom. Une habituée du service de nuit, discrète, appliquée, toujours la première à arriver, la dernière à partir. Noé s'arrêta, l'observant. Laure ramassait de la nourriture, pas dans les réserves, mais parmi les restes intacts des assiettes débarrassées, un demi-pain encore tiède, quelques légumes rôtis, elle les enveloppait dans des serviettes et les glissait dans un sac en tissu usé. Ses mains tremblaient légèrement, non de culpabilité, mais d'urgence. Ses yeux scrutaient les alentours, non par peur d'être surprise, mais comme si elle courait contre une horloge invisible. Puis elle murmura, si bas que le monde aurait pu l'ignorer, mais pas lui. Ça sera encore chaud pour les enfants si je me dépêche. Le cœur de Noé s'arrêta. Il plissa les yeux, perplexe. Volait-elle ou sauvait-elle? Pourquoi des restes? Pourquoi tant d'urgence? Pourquoi son visage semblait-il porter le poids de 1000 tempêtes avant minuit? Instinctivement, il fit un pas, mais quelque chose dans sa voix, si fragile, si intime, le retint. Ce n'était pas le murmure d'une voleuse. C'était celui de quelqu'un qui luttait pour ne pas craquer. Un souvenir froid le frappa, vif et soudain. 3 ans plus tôt, Noé se tenait au bord du pont des Arts, un homme méconnaissable d'aujourd'hui, brisé par le chagrin, engourdi par la trahison, vidé par le poids d'un héritage qu'il n'avait jamais voulu. Ses parents étaient morts dans un accident tragique, lui léguant un empire qu'il ne se sentait pas digne de diriger. Cette nuit-là, il avait marché vers le pont sans intention de revenir. Puis quelqu'un l'avait arrêté. Pas avec des questions, pas avec du jugement, mais avec une main douce offrant un petit pain chaud et un murmure qui le hanterait et le sauverait à la fois. Demain est encore un cadeau, ne le rendez pas. Il n'avait jamais vu son visage. Elle était partie aussi discrètement qu'elle était venue, mais il avait survécu grâce à cet acte. Et maintenant, des années plus tard, dans la lumière tamisée d'une cuisine qu'il avait bâtie sur des cendres, Noé regardait une autre femme, enveloppée du pain avec la même tendresse, la même urgence. Une partie de lui souffrait. Et si c'était elle? Et si quelqu'un, là dehors, continuait de sauver des vies avec rien d'autre que de la bonté? Se demanda-t-il, la gorge serrée. Il ne confronta pas Laure, il ne la dénonça pas. Il resta là, dans l'ombre, regardant la porte de la cuisine s'ouvrir alors qu'elle disparaissait dans la nuit chaude. Son sac serré contre elle. Et quand la porte se referma, Noé murmura pour lui-même, à peine audible sous le bourdonnement du néon. Je dois savoir qui elle est et pourquoi. J'ai vu de l'espoir dans une femme cachant du pain. Les nuits suivantes, Noé observa Laure avec une curiosité silencieuse. Il se disait que c'était pour protéger le restaurant, qu'elle vendait peu, être les restes. Mais au fond, il savait que c'était plus. Ses yeux le hantaient, lui rappelant l'homme qu'il était autrefois sur le pont des Arts, attendant un lendemain qui ne viendrait pas. Alors, il attendit et observa. Un jeudi, une pluie d'août, chaude et insistante, s'abattit sur Paris, trempant les pavés comme des éclats de verre. Laure quitta son service juste après 23 heures. Noé, toujours déguisé, sortit peu après, gardant ses distances, suivant sous la capuche de son impair. Elle ne rentra pas chez elle. Elle emprunta une ruelle, puis s'abrita sous un auvent délabré près d'un banc.
Là, blottis sous des couvertures usées, se trouvaient 2 enfants, un garçon et une fille, pas plus de 6 ans, pâles, tremblants. Le souffle de Noé se coupa. Laure s'agenouilla près d'eux, sortant son sac. Elle déballa un récipient de soupe et le pain qu'il l'avait vu préparer. Elle ne mangea rien, pas une miette. Elle déchira le pain en 2, souffla doucement sur la soupe fumante et l'attendit. « Petite gorgée, d'accord ?» murmura-t-elle. « Et mâche lentement, mon cœur. Je tenterai d'en apporter plus la semaine prochaine. » Le garçon hocha la tête, somnolent. La fille posa sa tête contre l'épaule de Laure, murmurant quelque chose d'inaudible. Et voilà, pas de caméra, pas de public, juste une femme trempée par la pluie, offrant de la chaleur à des enfants oubliés du monde. Noé recula, la honte lui serrant la poitrine. Il avait douté d'elle, pensant au vol, alors qu'elle donnait. Avec le peu qu'elle avait, elle donnait encore. Il regarda plus attentivement, non pas la nourriture, non pas le sac, mais son visage. Il y avait de l'épuisement, oui, mais aussi une lumière, une grâce discrète, qui ne réclamait pas d'attention, celle qui sauve des vies en silence, comme la femme sur le pont. Il resta là, caché au coin de la ruelle, tandis que la pluie s'adoucissait en un crachin régulier. Puis, sans un mot, il tourna les talons et s'éloigna. De retour dans son appartement haussmannien surplombant la ville, la vue ne lui avait jamais semblé si vide. Noé contemplait les toits de Paris, mais ne voyait qu'une femme trempée, enveloppant un enfant dans son manteau. Il se versa un verre de cognac, mais il avait un goût de culpabilité. Il s'allongea, mais son lit semblait de pierre. Le lendemain soir, Noé arriva au restaurant plus tôt. Quand le personnel commença à jeter les entrées non servies, encore fraîches, il intervint. « Hé !» dit-il au sous-chef. « Mets-les de côté. Je crois qu'un refuge local récupère les surplus maintenant. » Le chef haussa un sourcil. « Nouvelle règle ?» Noé esquissa un sourire. Non officiel. Pour l'instant. Dès cette nuit, Laure trouva des contenants soigneusement emballés dans le frigo de la salle de pause, étiquetés « extra » pour le personnel. Parfois plus qu'elle n'attendait, parfois encore tiède. Elle ne posa jamais de questions, mais murmurait toujours un « merci » à personne en particulier. Et Noé observait. Il restait tard, essuyant les comptoirs près d'elle. Écoutant, lentement, il vit ses défenses s'abaisser. Une nuit, pendant le ménage, Laure s'assit sur une caisse renversée, frottant sa cheville. Ses chaussures étaient usées jusqu'à la corde. Noé lui tendit une serviette propre et s'assit à côté. « Dure journée ?» demanda-t-il. Elle rit doucement, à peu près aussi dure qu'un lundi en chaussettes mouillées. Il gloussa. Puis, après une pause, il demanda « Pourquoi fais-tu ça ?» Laure leva les yeux, son expression s'adoucissant. « Pour ces enfants, dit-elle, parce qu'on m'a sauvé un jour, avec rien d'autre qu'un bout de pain. » La révélation était claire. Laure n'était pas une voleuse, c'était une gardienne, une guerrière silencieuse en vêtements trempés, nourrissant les oubliés avec des miettes de compassion. Et Noé, qui avait bâti un empire sur des secondes chances, comprit qu'elle pourrait être la raison pour d'autres d'avoir une première. À partir de cette nuit pluvieuse, quelque chose changea en Noé. Il ne se contentait plus d'observer Laure. Il agissait avec une intention discrète. Chaque matin, avant l'ouverture, il parlait au chef principal. « Mets de côté les produits proches de la péremption », disait-il nonchalamment. « Étiquette-les compos du personnel si on te pose la question. » Quand on lui demandait « pourquoi ?», il haussait les épaules. Mieux que de jeter de la bonne nourriture. Ça peut aider quelqu'un. Chaque soir, Laure trouvait un peu plus dans son sac. Des pâtisseries de la veille, des légumes trop mûrs pour la présentation, mais encore frais. Un soir, surprise, elle croisa le regard de Noé à travers la cuisine. Il lui fit un léger signe de tête. Elle ne sourit pas, mais ses yeux parlaient plus que des mots. Les jours devinrent des semaines, et leurs chemins se croisaient plus souvent, pas par hasard. Parfois, Noé faisait semblant d'être trop fatigué pour frotter les casseroles, et s'asseyait près de la porte de sortie, se frottant le front. Parfois, Laure le rejoignait. D'abord en silence, puis avec des histoires. Ses clients réguliers, les mots drôles des enfants, une vieille dame qui la typait avec des grues en origami, faites de billets d'1 euro. Il n'insistait jamais, mais écoutait attentivement. Puis, une nuit, cela arriva. Il était tard, la cuisine était calme, éclairée seulement par la lueur de la station de lavage. La pluie tapait doucement contre les vitres. Noé, assis sur une caisse, respirait fort après un long service. Laure entra avec une pile de torchons, puis s'arrêta. Le voyant là, fatigué, affalé, silencieux, elle
Elle s'assit à côté. Aucun ne parla pendant un moment. Puis, sans le regarder, elle murmura « Demain est encore un cadeau. Tu sais, même le pire jour finit. » Noé se figea. Il tourna lentement la tête, les yeux écarquillés. « Qu'as-tu dit ?» demanda-t-il, la voix à peine audible. Elle le regarda, perplexe devant son expression. « C'est juste une phrase que je dis. Quelque chose que j'ai dit un jour à un inconnu, qui semblait vouloir disparaître. » La gorge de Noé se serra. Son esprit remonta à cette nuit glaciale sur le pont des Arts, à un pain pressé dans sa main, à un murmure qui avait brisé son engourdissement. Demain est encore un cadeau. Personne d'autre n'aurait pu savoir. Personne d'autre ne l'avait dit. Il la fixa, vraiment. La courbe de sa mâchoire, la douceur de sa voix, la force discrète de son regard. C'était elle. Était-ce possible? Les jours suivants, Noé l'observa différemment. Non plus avec suspicion ou pitié, mais avec une tendresse qui le surprenait. Il remarqua ses mains tremblantes d'épuisement, la crème fouettée qu'elle ajoutait généreusement au dessert, ses chansons fredonnées quand elle pensait être seule. Il revivait cette nuit sur le pont, cherchant des détails enfouis. Le vent, la pluie, la voix de la femme, la voix de l'or. C'était elle. Pourtant, il ne dit rien. Pas encore. Comment dire à quelqu'un qu'il vous a sauvé la vie sans ressembler à un fantôme d'un chapitre oublié? Alors, il resta proche. Il partageait des rires pendant les préparatifs, plaisantait sur son rêve d'ouvrir une soupe populaire, fredonnait la même mélodie qu'elle par hasard, et Laure souriait plus. Elle s'attardait après les services. Une nuit, elle le taquina. « Alors, mystérieux plongeur, que faisais-tu avant de laver des assiettes? Tu es bien trop propre pour être novice. » Il sourit. « Me croirais-tu si je disais que j'étais perdu ?» Elle cligna des yeux, incertaine, mais il le pensait à tous les niveaux. Le silence entre eux changea. Ce n'était plus celui des étrangers, mais celui, confortable, de deux personnes qui commençaient à se voir au-delà des mots. Certains soirs, Laure s'attardait. Noé attendait ces moments, non par stratégie, mais par espoir. Il y avait quelque chose d'ancrage dans sa présence, quelque chose d'honnête. Une nuit, partageant un café tiède dans un thermos cabossé, Laure le regarda avec une vulnérabilité discrète. « T'es-tu déjà demandé à quoi ressemblerait ta vie si un seul moment avait changé ?» demanda-t-elle, sans le regarder directement. « Tout le temps, » répondit Noé. Elle rit doucement, puis marqua une pause. « J'ai perdu ma mère dans un accident de voiture à 17 ans. Après ça, j'étais seul. » Ses doigts suivirent le bord de la tasse. « J'ai grandi vite, travaillé la nuit, sauté la fac, payé le loyer avec des pourboires. » Noé resta silencieux, la laissant parler. « Une fois, » continua-t-elle, la voix lointaine, « j'ai vu un homme sur le pont des Arts. Il semblait vide, comme s'il n'était pas vraiment là. » Le souffle de Noé se bloqua, mais il garda une expression neutre. « Je ne savais pas quoi faire, » dit Laure. « J'avais du pain de mon travail. Je lui ai donné et j'ai dit ce que ma mère disait quand ça allait mal. Demain est encore un cadeau. Puis je suis partie. » Elle baissa les yeux, sa voix à peine audible. « Je n'ai jamais su s'il a survécu. J'espère que oui. » Noé voulut parler, dire tout, mais les mots restèrent coincés. Il ne pouvait pas encore lui dire. Ce n'était pas un moment à réclamer, mais à comprendre, doucement, sincèrement. Laure fouilla dans son sac et en sortit une petite photo usée. « Je l'ai gardée, » dit-elle, la lui tendant. Noé la prit, les doigts tremblants. C'était un cliché flou, pris d'un téléphone tremblant. Le bord du pont des Arts, la lueur des réverbères, et la silhouette d'un homme en manteau sombre regardant l'eau, dos tourné. Noé se reconnut instantanément. La nuit où tout avait failli s'arrêter. La nuit où tout avait recommencé. Il rendit la photo doucement. « C'est puissant à garder, dit-il, la voix basse. » Laure l'arrangea soigneusement. « Ça me rappelle que même si on ne connaît pas la fin de l'histoire de quelqu'un, on a peut être écrit son prochain chapitre. » Noé ne pouvait détacher ses yeux d'elle. Elle l'avait sauvé. Et sans le savoir, elle continuait, une nuit silencieuse à la fois. Le service suivant commença comme les autres. Les rires résonnaient en cuisine, l'odeur d'ail et de thym emplissait l'air, et Laure évoluait dans la salle avec sa grâce discrète. Mais quelque chose changea. Pendant une pause, deux collègues entrèrent dans la salle de repos, discutant. « J'arrive pas à croire que le PDG était là, déguisé, » dit l'un en riant. « Noé Delacroix, à laver des assiettes comme nous. » Laure se figea. L'air changea. « T'as vu le communiqué ?» répondit l'autre. « Ça devient viral. PDG incognito vit la vie des employés.
Coup de com' classique, mais il nous a tous eus. » Ils sortirent, riant toujours. Laure resta immobile. Un sachet de sucre lui échappa des mains. Ça ne pouvait pas être vrai. Mais au fond, quelque chose s'aligna. La manière dont il parlait au chef, les décisions subtiles qui facilitaient ses nuits, les questions qu'il ne posait pas mais auxquelles il semblait connaître les réponses. Elle trouva Noé au fond de la cuisine, essuyant les comptoirs. Quand il leva les yeux et sourit, son regard à elle le stoppa net. « Tu es Noé Delacroix, dit-elle doucement. Il ne nia pas. « Je l'étais, dit-il, et je le suis. » Le silence s'étira, fragile comme du verre. La voix de Laure trembla, non de colère, mais de quelque chose de plus lourd. « Je t'ai donné ma vérité, murmura-t-elle, pendant que tu portais un masque. » Noé fit un pas, mais elle recula. « Je ne t'ai jamais menti, dit-il, la voix basse. Tout ce que j'ai ressenti, tout ce que j'ai partagé était vrai. Mais ce n'était pas égal, dit-elle. Tu savais tout de moi, mes histoires, mon passé, ma douleur. Et toi, tu avais déjà écrit la fin. » Sa voix se brisa. « Tu m'as vu vulnérable. Tu m'as laissé m'ouvrir pendant que tu jouais un rôle. » Elle le regarda comme un étranger. « Je pensais que tu étais différent, dit-elle. Le premier à ne pas me voir comme brisé ou faible. Mais maintenant, je me demande si c'était réel. » Noé voulut parler, mais elle se détourna. « J'ai besoin d'espace, dit-elle, presque pour elle-même. Je ne sais plus à qui je parlais. » Et elle partit, passant la cuisine, les portes, disparaissant dans la nuit chaude. Noé ne la suivit pas. Pour la première fois depuis leur rencontre, il ne savait que dire. Il avait bâti une vie en essayant de comprendre les gens derrière un nom. Mais la seule personne qu'il avait vraiment vue se sentait maintenant trahie. La pluie revint. Des rideaux d'eau glissaient sur les vitres de l'hôpital Saint-Louis, transformant Paris en un flou gris. Le tonnerre grondait au loin, comme si le ciel ne tenait pas en place. Dans l'aile pédiatrique, les néons bourdonnaient et les machines bipaient en rythme. Dans la chambre 204, un petit garçon était allongé sous des draps fins, sa poitrine se soulevant avec peine. Ses lèvres étaient pâles, son masque à oxygène trop grand pour son visage fragile. Laure était assise à son chevet, ses mains serrant les siennes. Son manteau, trempé par la pluie, gouttait sur le sol, mais elle n'y prêtait pas attention. Ses cheveux blonds, humides, collaient à ses joues. Ses yeux, rougis, fixaient le garçon avec une désespérance silencieuse, au-delà de la panique. Il s'était effondré cet après-midi-là. Ils étaient sous un auvent, près d'un refuge où elle apportait de la nourriture. Puis, il s'était plié en deux, toussant si fort que son corps tremblait, un filet de sang tachant sa manche trop fine. Sans réfléchir, Laure l'avait pris dans ses bras et avait couru 3 longs pâtés de maison sous la pluie, criant pour qu'on l'aide. Maintenant, des heures plus tard, elle était là, froide, épuisée, seule, impuissante. Le médecin, en blouse impeccable, parlait doucement, mais fermement. « Je suis désolé, dit-il, abaissant son clipboard. Sans preuve de tutelle, nous ne pouvons pas poursuivre le traitement. Il faut le consentement d'un adulte autorisé. »« Je suis son adulte, » dit Laure, la voix rauque d'heures de supplication. « Ils n'ont personne d'autre, pas de parents, pas de papier, juste moi. » Le médecin la regarda, de la sympathie dans les yeux, mais pas de permission. « Je comprends, » dit-il doucement. « Mais légalement, nos mains sont liées. » Laure cligna des yeux, les larmes montant. Pas de tristesse, mais de la douleur d'entendre encore que l'amour ne suffisait pas. Elle se pencha, son front effleurant les doigts du garçon. « J'ai promis qu'il ne t'arriverait rien, » murmura-t-elle. « J'ai promis. » Soudain, une voix à la porte. « Je signe. » Laure se tourna vivement. Noé était là, son manteau alourdi par la pluie, ses cheveux dégoulinants. Il n'avait plus l'air du PDG des galas. Sa cravate avait disparu, ses chaussures trempées, mais il y avait une clarté en lui. Il avança lentement, sans autorité, mais avec intention. « Je prends la responsabilité, » dit-il. « Appelez qui vous devez. Je couvre tout. Aidez-le, s'il vous plaît. » Laure se leva, stupéfaite. « Comment savais-tu où j'étais ?»« J'ai demandé autour, » dit-il la voix basse. « Tu n'es pas venu au service? Quelqu'un t'a vu courir? J'ai suivi la tempête. » Elle le fixa, sans mots. Elle ne l'avait pas appelé, n'y avait même pas pensé. Mais il était là. Le médecin hocha la tête et sortit. En quelques minutes, un médecin privé fut appelé. Noé signa les formulaires, les constantes furent prises, une perfusion posée, l'oxygène ajusté. Le garçon se stabilisa. Puis, le silence. Laure s'effondra dans son fauteuil, vidé.
Noé ne parla pas. Il s'assit à côté, prudemment, comme si le moment pouvait se briser. Le temps passa. Les infirmiers allaient et venaient, les moniteurs bipaient, mais aucun ne quitta la pièce. À un moment, la main de Laure glissa le long de la coudoir. Sans réfléchir, Noé la prit. Pas pour réparer, mais pour être là. Elle ne se dégagea pas. Elle ne parla pas. Mais dans cet acte simple, quelque chose changea. Quelque chose lâcha. Et quand leurs doigts s'entrelacèrent, Laure exhala enfin. Noé se tourna vers elle, les yeux plus doux qu'elle ne les avait jamais vus. « Tu m'as donné du pain un jour, » murmura-t-il, la voix légèrement brisée. « Je veux t'offrir chaque lever de soleil qu'il me reste. » Ce n'était pas une promesse de sauvetage, pas une déclaration de pouvoir. C'était une offrande de lui-même, de temps, de présence. Pour la première fois depuis la révélation de son identité, Laure le vit non comme le PDG qui l'avait trompé, mais comme l'homme du pont, celui qu'elle avait sauvé avec un geste de bonté, revenu des années plus tard pour lui rendre l'appareil. Les semaines passèrent. Le garçon se rétablit lentement, et Laure, autrefois ombre dans la ville, avait maintenant quelqu'un à ses côtés, à distance respectueuse, mais assez proche pour qu'elle le sente. Noé ne cherchait pas à réparer son monde. Il s'y tenait, simplement. Un matin, elle trouva une enveloppe glissée sous sa porte. À l'intérieur, une lettre officielle, adressée à elle. Elle la lut 2 fois avant que ses jambes ne cèdent. C'était une bourse complète pour un diplôme en travail social, frais couverts, recommandé par Noé Delacroix. Quand elle l'affronta, mi-incrédule, mi-admirative, il ne fit pas de grands gestes. « Tu as passé ta vie à donner, dit-il. Il est temps qu'on te donne. » Laure le fixa, la voix faible. « Je n'ai jamais demandé ça. Je sais, dit-il. C'est pourquoi tu le mérites. » Une semaine plus tard, Laure se tenait dans la bibliothèque de l'université, tenant le formulaire d'inscription. Les rangées de livres, le silence studieux, l'écho du potentiel l'écrasait, elle se retourna. Noé était là, à distance, la regardant choisir. Elle signa. La surprise suivante vint un samedi matin. Un courriel intitulé « L'avenir de Laure, nomination exécutive ». Une lettre de la Fondation Delacroix lui offrait le poste de directrice d'un programme pour les jeunes à risque et les refuges sous-financés, nommé en son honneur. Elle se présenta à son bureau, dans un gratte-ciel de la Défense, la lettre tremblante dans les mains. « Noé, dit-elle, dans l'embrasure, qu'est-ce que c'est ? Je l'ai créé pour toi, dit-il simplement. J'ai vu ce que tu fais avec des miettes. Imagine avec du soutien. Laure ne parla pas. Ses yeux s'embuèrent. Je ne veux pas t'enfermer, continua-t-il. Ce n'est pas de la charité, c'est une reconnaissance. Tu as toujours eu le cœur. Maintenant, tu as les outils. Tu as toujours vécu en haut, Noé, dit-elle. Il la regarda. Et j'apprends encore à faire confiance au sol. Il recula. Pas de pression, dit-il. Si tu veux, c'est à toi. Sinon, ça portera quand même ton nom. Car, que tu sois à un pupitre ou sur un banc, tu as changé plus de vie que moi. Laure serra la lettre contre elle. Pour la première fois, le sol sous ses pieds semblait solide. 1 an plus tard, la salle de bal de la Fondation Delacroix scintillait d'une lumière chaude et simple. Pas de chandelier, pas de velours, juste des bougies et des photos d'enfants, de soignants, de bénévoles touchés par l'avenir de Laure. Le programme, parti d'une idée, était devenu un mouvement parisien. Au centre, Laure. Backstage, ses paumes moites, son discours froissé, elle respirait fort. Noé, à côté, sourit doucement. Tu as déjà fait le plus dur. Respire. Quand son nom fut annoncé, elle avança dans la lumière. Une lueur dorée caressait ses cheveux, la rendant presque irréelle. Mais la chaleur de ses yeux rappelait qu'elle était bien réelle. Une femme des tempêtes, pas des tapis rouges. J'apportais du pain, commença-t-elle, sa voix douce, secrète. Parce que je pensais que c'était tout ce que j'avais à donner. Elle regarda la foule. Des enfants logés, des mères employées, des hommes et femmes ayant retrouvé leur dignité. Aujourd'hui, j'apporte de l'espoir. La salle se leva en silence, un hommage sans cri, juste des cœurs battant pour quelque chose de plus grand que le succès. Laure recula du micro, un sourire léger aux lèvres. Noé s'avança, tenant les mains de 2 enfants, ceux qu'elle nourrissait cette nuit pluvieuse, maintenant propres, en santé, en costume et robe. Il sortit une petite boîte en velours noir et l'ouvrit. À l'intérieur, un collier d'argent, avec une inscription. « Demain est encore un cadeau. »« Tu m'as sauvé une fois, dit-il, la voix basse.
J'ai passé chaque jour à rendre ce moment digne. Laisse-moi passer le reste de ma vie à le mériter. » Les lèvres de Laure tremblèrent. Elle sortit de sa poche un morceau de pain durci, enveloppé dans du tissu jauni. « Je l'ai gardé, » murmura-t-elle, « au cas où je te reverrai. » Noé sourit, les larmes au bord des yeux. Il ne s'agenouilla pas. Ce n'était pas une question de spectacle, mais de cercle bouclé, de promesses vécues. La foule ne s'enflamma pas. Ils se levèrent, main sur le cœur, tandis que Laure posa son front contre le sien. Noé la serra, juste assez pour dire « Je suis là ». Quand elle hocha la tête, les yeux clos, le collier entre eux, c'était un oui non crié, mais vécu. Un oui à la présence, à tous les demain qu'ils avaient craints, mais qu'ils partageraient désormais. Certaines histoires ne parlent pas de grands gestes ou de fins parfaites. Elles parlent de moments discrets, de bonté partagée, et du courage de se présenter quand ça compte. Le voyage de Noé et Laure nous rappelle qu'un simple morceau de pain peut porter l'espoir, et que parfois, l'amour commence par un murmure dans l'obscurité. Si cette histoire a touché votre cœur, likez, partagez et abonnez-vous à Histoire des amoureux. Nous croyons en la puissance des moments vrais, des héros discrets et de l'amour qui dure, car demain est encore un cadeau.